Non, Shadow Dancer n'est pas un jeu de rythme dans lequel vous devez faire onduler le corps d'une jeune demoiselle en ombre chinoise. C'est un jeu d'arcade qui peut être considéré comme faisant partie de la série des jeux Shinobi. Il reprend d'ailleurs le principe global de ce dernier. Un ninja, cette fois-ci habillé tout de blanc, lance des shurikens pour éliminer ses ennemis, mais il possède également des pouvoirs magiques et doit désamorcer des bombes à la place de délivrer des otages afin d'éviter au final l'explosion d'une navette spatiale. Dans cette version arcade, le héros se nomme Hayate et semble être le fils de Joe Musashi, protagoniste principal de Shinobi. La différence flagrante avec le premier jeu de la série, hormis des sprites plus grands, c'est surtout votre compagnon d'armes qui vous accompagnera durant votre voyage. Cet ami est un chien qui s'appelle Yamato et qui vous obéira à la moindre sollicitation de votre stick arcade. Vous pourrez donc envoyer votre toutou de combat au casse-pipe pour qu'il morde les roubignoles des adversaires, les empêchant de vous tirer dessus ainsi. Mais attention, si vous êtes trop lent, votre compagnon pourra être blessé. Mais pas de quoi alerter la PETA, la LPA ou le crématorium, ce canidé blanc se contentera de rapetisser à la taille d'un chihuahua. Par contre, le héros lui ne se transformera pas en Paris Hilton. Heureusement, désamorcer une bombe regonflera l'animal, et celui-ci sera de nouveau prêt à l'action. D'ailleurs, dans ce jeu, le désamorçage de bombes est vraiment miraculeux. Plusieurs de ces actions à la suite vous permettront d'avoir des shurikens de feu bien plus puissants. Point important, le héros peut changer de plan de jeu, cela se fait facilement sur la version arcade, qui se contrôle avec 3 boutons. Un pour le tir classique, un pour le saut classique, et un pour déclencher le pouvoir magique. Le changement de plan se fait en poussant le joystick vers le haut ou le bas en même temps qu'en appuyant sur le bouton de saut, et envoyer le chien est tout aussi simple avec la direction basse et le tir. Précédemment cité, vous pourrez user d'un pouvoir magique qui permettra de vider l'écran de jeu en cas de difficulté ou d'entamer les points de vie des boss. D'ailleurs, oubliez votre clébard à ce moment du jeu, celui-ci se défile et ne servira à rien dans ses phases de combat. Shadow Dancer ne serait pas un shinobi digne de ce nom sans sa phase bonus, qui si elle était déjà impressionnante sur l'opus original, est tout bonnement magnifique ici. On se prendrait presque avec plaisir un coup de tatane par les adversaires encapuchonnés, tellement les sprites étaient énormes pour l'époque. Ce Shadow Dancer est un véritable plaisir à jouer, avec une difficulté qui augmente assez rapidement dès la seconde mission, le jeu en comportant 4 et surtout l'utilisation du chien est tout sauf un gadget, et il s'avérera indispensable pour sortir de situations bien sadiques. Passons maintenant au portage de ce petit bijou sur console et micro-ordinateur. Et commençons de suite avec la version Mega Drive du jeu, car si je n'en parle pas, on va encore me dire que j'ai oublié cette version, alors qu'elle ne devrait même pas être dans cette vidéo. Ce jeu a 2 choses en commun avec le jeu d'arcade, le nom du jeu et le clébard. Polores est un jeu totalement différent et donc absolument pas un portage. Si j'en parle, c'est juste pour éviter les lourdins qui vont répéter en boucle gna 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 gna. Elle est où la version Mega Drive? Ce qui, remarqué, ferait augmenter mon nombre de commentaires, ce qui est pas mal pour le référencement. Alors finalement, lâchez-vous, car je ne parlerai pas plus de cette version. Et une fois n'est pas coutume, côté micro-ordinateur, on va commencer par découvrir le portage Atari ST de Shadow Dancer et non pas la version Amiga, pour la simple et bonne raison que c'est cette version qui a été ensuite portée sur Amiga. Bah oui, qui peut le plus peut le moins. Première chose qui frappe, la séquence d'introduction animée du chien en arcade a été omise pour gagner de la place, tout comme les écrans d'intermission, mais ceci c'est du détail, car la conversion est de bonne qualité, malgré pas mal de défauts. D'abord le scrolling. Le déplacement du joueur et des ennemis ne sont pas très fluides, et les contrôles moins intuitifs. Un seul bouton sur la manette oblige, envoyer le chien n'est pas bien compliqué, mais changer de plan peut être un peu plus délicat puisqu'il faudra synchroniser saut et tir, pas évident dans les situations stressantes, tout comme l'appui en urgence sur la barre espace pour lancer le pouvoir magique. Cette version du jeu est plus difficile que l'arcade, surtout à cause de son manque d'images par seconde, ce qui est paradoxal car le jeu tourne à bonne vitesse. Le manque de couleurs nuit aussi quelque peu à la lisibilité de l'action. L'utilisation de tramage, de couleurs similaires du décor au coup de feu par exemple, vous font passer à côté de tirs qui vous toucheront bêtement. Mais c'est surtout la partie sonore qui est un calvaire pour les oreilles. La musique crispe vos tympans et en plus se mixe mal avec les bruitages, le supplice est difficilement supportable.
Pour la petite histoire, et comme souvent à cette époque, Sega n'a pas donné accès au code source, à la musique ou au graphisme du jeu à l'équipe de développement. Ces derniers ont donc copié les sprites à partir d'une vidéo du jeu, puis retravaillé le tout sur OCP Art Studio. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils s'en sont plutôt pas mal tirés. Malgré tous ces défauts cités, le jeu est pourtant agréable à jouer après un temps d'adaptation, et avait le gros potentiel de vous faire économiser vos pièces dans la borne d'arcade. La version ST étant la version originelle 68000, on pouvait s'attendre à un portage 100% identique sur Amiga. Je ne saurais dire si le nombre de couleurs a été augmenté sur Amiga. J'ai un gros doute sur le sujet et je n'ai pas eu le courage de les compter. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le jeu est bien plus fluide. Alors non, le scrolling n'est toujours pas au pixel, mais globalement cette fluidité se ressent sur l'ensemble de la jouabilité du jeu. Et cela rend non seulement le jeu plus agréable à jouer, mais également légèrement plus simple et surtout moins frustrant. Musicalement, on est sur quelque chose de beaucoup plus potable et qui fait bien moins souffrir les oreilles. Le mixage musique-bruitage étant bien mieux fait, les sound effects ne coupant pas une voix musicale, même si dans l'ensemble cela n'est pas dans le haut du panier du rendu musical sur Amiga. La version Amiga est indéniablement supérieure à la version ST, mais cette version ST ne démérite absolument pas, et c'est d'ailleurs à celle-ci que j'ai peut-être le plus joué avec un émulateur ST qui tournait sur Dreamcast. Oui, je sais, je suis souvent bizarre, mais c'était le meilleur moyen que j'avais trouvé à l'époque pour profiter du jeu sur un tube cathodique. On se refait pas. Passons maintenant aux versions micro 8 bits et cette bouillie de pixels à l'écran et la version Amstrad CPC. Bon ok, j'exagère et je troll un peu car cette version est plutôt jolie, sauf peut-être justement le héros qui fait très brouillon je trouve. Techniquement, ça tient la route, le scrolling n'est pas d'une fluidité exemplaire, mais le tout est rapide et surtout multidirectionnel, et avec tout ce qui bouge à l'écran, on ne constate pas réellement de ralentissement. Le véritable problème du jeu, c'est sa jouabilité. D'abord, votre chien est con comme un balai. Vous avez beau lui demander d'aller mordre un adversaire, il ira juste lui renifler le cul et reviendra vers vous. Ce qui est bizarre, c'est que ce comportement est surtout lié au premier niveau. Il semble qu'un éducateur canin soit passé entre le premier et le second écran. Le pouvoir magique est disponible, mais attention, contrairement à ce qui est dit dans la documentation, il ne se déclenche pas avec la touche entrée, mais avec la barre espace. Autre difficulté, l'enchaînement des changements de plan, je m'explique. En arcade, pour récupérer des bombes en hauteur protégées par des tireurs, il suffit de faire un double changement de plan et aucun projectile ne peut nous toucher. On est invincible durant un court laps de temps. Dans cette version Amstrad, Podzub a un projectile dans le bit durant cette manipulation et c'est la mort assurée. Étrangement, c'est le combat contre le boss le plus simple et ce sans même pouvoir utiliser la magie. Et globalement, le tout est joli. À part peut-être la partie bonus un peu décevante car aucun ennemi géant ne nous finit avec un coup de pied final dans la tête. Côté musique par contre, c'est pas compliqué, à part un menu de démarrage, il n'y en a pas du tout et les bruitages se résument au strict minimum. En conclusion, je dirais qu'avec un temps d'adaptation et de l'entraînement, la version Amstrad CPC est loin d'être désagréable, avec une technique plutôt solide. On y prendra du plaisir en maîtrisant le côté erratique un peu du gameplay qui rend le jeu sur certains niveaux un peu difficile. La version ZX Spectrum, c'est la version Amstrad CPC, les couleurs en moins. C'est plus fin, ça fait moins bouillie de pixels, mais au prix d'une décoloration du jeu. D'après internet, le code source du jeu semble être le même que la version Amstrad. Pourtant, je pense avoir trouvé plus de bugs sur cette version Spectrum. Je n'avais pas cité le fait qu'on pouvait avoir du mal à se retourner sur la version Amstrad, pourtant c'était le cas, et j'ai trouvé des bugs encore plus bizarres sur ZX Spectrum, comme cette simulation de moonwalk bloquée, qui peut être gênante au second niveau. On meurt également quelquefois pour des raisons inconnues, une balle qui s'est fondue dans le décor ou un bug. Une stratégie à adopter dans cette version, c'est déjà de jouer à la manette et de laisser votre doigt appuyer sur le bouton de feu. Le tir est automatique et vous n'aurez pas la surprise de découvrir que 3 ennemis sont superposés et qu'on n'en voit qu'un à l'écran et qu'il est alors trop tard pour tuer les autres. C'est dur et frustrant, bien plus que la version Amstrad. Pour le stage bonus, il vous faudra dessouder des ennemis en burqa, et ici point de zoom sur celui qui viendra vous toucher. Vous l'aurez compris, cette version du jeu est vraiment frustrante à jouer, et j'ai eu beaucoup moins de mal sur la version Amstrad qui, paraît-il, comme déjà dit, partage une même partie du code source. Et comme qui dirait un doute. La version Commodore 64 me laisse totalement dubitatif. Techniquement, toujours pas de musique in-game, mais une animation et un scrolling totalement fluide, et même du parallaxe en veux-tu en voilà. Par contre, graphiquement, qu'est-ce que c'est moche.
Couleurs mal choisies, sprite grossier, et puis côté gameplay, au secours quoi. Votre chien sur le premier niveau ne sert strictement à rien. Parce que tous les ennemis ont une arme à feu et vous canardent. Vous n'aurez pas le temps d'envoyer le chien, il faudra éviter les tirs et abattre les mercenaires au shuriken. Heureusement, les développeurs ont dû prendre en compte cet état de fait en vous octroyant plus d'un pouvoir magique, ce qui n'est pas du luxe. Car tout comme sur Amstrad ou ZX, une balle durant un changement de plan de hauteur, et c'est la mort assurée. N'hésitez pas à nettoyer l'écran avant toute chose. Par contre, dès le second niveau, si vous ne faites pas abattre lâchement par le premier adversaire venant dans votre dos, votre compagnon sera alors très utile, et la progression du jeu plus naturelle, comme dans un vrai Shadowdancer quoi. La balance du jeu est très étrange en fait, même au premier boss. On lance des shurikens par paquet de 10, mais sa vie descend à peine. Il faudra viser au pixel près pour le toucher et sauter au-dessus de ses boules. Oui, je sais, c'est bizarre de dire ça comme ça, mais voilà quoi. Par contre, le niveau bonus est loin d'être moche, je dirais même qu'il est beau, et même s'il est ultra pixelisé, le méchant en tunique qui vous mettra un coup de tatane pour vous assommer est énorme à l'écran, et ça c'est plutôt chouette. Je suis plutôt mitigé sur ce portage, finalement comme souvent, un mix du meilleur des deux mondes, de la version Amstrad et de la version Commodore aurait fait une parfaite conversion 8 bits. Mais en voici une version 8 bits qui pourrait sauver tout cela. Spoiler alerte, ne rêvez pas. La version Master System tente de reprendre la taille des sprites de l'arcade. Voilà. Pour le reste, c'est juste n'importe quoi. D'abord, les adversaires sont pires que sur Commodore, ça envoie des couteaux et des tirs à tout va à vitesse supersonique. Bon, normal pour une console Sega, me direz-vous. Ensuite, la palette de couleurs de certains ennemis est originale. Ces derniers ont dû bouffer un truc avarié, ils sont ouverts et dégueulent sur vous tout le contenu de leurs armes. Et puis, normalement, dans Shadowdancer, pour passer au niveau suivant, il fallait désamorcer les bombes. Toutes les bombes, c'était un petit peu le principe du jeu. Et bien ici on s'en tamponne le coquillard, vous pourrez passer au niveau suivant en laissant tout faire péter derrière vous. Fuck off le sauvetage. D'ailleurs, vous ne remarquez pas un absent ? Oui, notre toutou tout poilu n'est pas visible à l'écran, pourtant on peut l'envoyer sur les adversaires comme si c'était un super tir chargé qui élimine directement sa cible. Il est aussi efficace qu'un shuriken qui lui n'a pas besoin d'être chargé et est donc totalement inutile. D'ailleurs, le second niveau de l'arcade, eh bien je ne l'ai pas vu. Alors je parle bien du second niveau, avant d'entrer dans l'avion, pas de la seconde mission. J'arrive en fait directement au boss et je me fais exploser façon confetti, je me bouffe de la boulette vitesse grand V sans pouvoir réagir. D'ailleurs, tous les seconds niveaux des missions sont passés à la trappe. Le niveau bonus, lui, est présent par contre. D'ailleurs, on peut même dire qu'il y en a plusieurs types de niveaux bonus. Le classique, celui de l'arcade où les hommes masqués habillés d'une robe, on se demande même s'ils ont un slip, vous plonge sur le nez, et avec un joli sprite zoomé sur lequel je fais une fixette depuis le début de cette vidéo, mais aussi le niveau bonus de la version Mega Drive, où vous tombez dans le vide sans parachute, et devez aussi un moult ninja ennemis qui eux remontent en rebondissant sur les murs. Et malgré votre manque de parachute, vous ne subirez aucun dégât en atterrissant depuis le haut d'un immeuble de 20 étages. Sûrement votre chien visible qui vous sert de matelas, je sais pas. J'ai oublié de parler de la magie qui est présente, mais inutilisable contre le boss, et d'ailleurs à ce sujet, pour une raison inconnue, on s'agenouille devant le boss en tremblant avant de le combattre. Moi, ce qui est sûr, c'est que je ne tremblerai pas pour mettre l'original de ce jeu que je possède dans le bac, justement, des jeux à revendre, tellement j'ai trouvé ce portage à chier, il était temps que je le teste d'ailleurs. Et pour conclusion, on va faire simple. Vous voulez jouer à Shadowdancer, claquez-vous un émulateur arcade et éclatez-vous sur la version d'origine. Si vous désirez vraiment une version micro-ordinateur, la version Amiga fait très bien le travail. La version Atari est un tout petit peu moins bien, et la version Amstrad, tout comme la version Commodore 64, dans un autre registre, est à tester. Oubliez la version ZX Spectrum, et foutez-moi à la poubelle cette honteuse version Master System, totalement incompréhensible dans sa réalisation tronquée et totalement what the fuck. Je sais que je vais encore me faire des copains chez les fans de la Master System, alors n'hésitez pas à râler en commentaire, comme déjà dit, c'est toujours bon pour le référencement. Et pensez à vous abonner, à activer la cloche, et n'hésitez pas à penser à moi sous la douche. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Old School is Beautiful. Ciao, bye bye.